Raconter Octobre, je sais pas si je vais en être capable. Il y a les mots à trouver dans ma tête. Il y a ce qui s'est passé à sortir de mon ventre. J'ai jamais raconté ça à personne. Pas même à moi. J'ai jamais voulu revivre ça dans ma tête. C'est affreux, la mort. Affreux à dire. Affreux à porter. Je suis pas capable de me justifier. Je parviens pas à me dire « c'est moi ». C'est impossible. C'est quelqu'un d'autre. Francis Simard, membre de la cellule de financement Chénier. Dans la salle à manger de la maison rue Armstrong, les gars de la cellule Chénier écoutent attentivement l'émission de radio. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Alain Pratt, directement de la salle des nouvelles. Nous recevons à l'instant un nouveau communiqué des ravisseurs du diplomate James Richard Cross. C'est notre confrère André Laplante qui, après un coup de téléphone anonyme, a récupéré vers 7h45 une enveloppe brune dans une cabine téléphonique de la rue Jean Talon. Voici donc sans plus tarder ce nouveau message de la cellule Libération. Communiqué numéro 6. Le Front de libération du Québec suspend temporairement sa menace d'exécuter le diplomate James Cross. Tu l'as encore, enfant de chienne! Voici les 2 dernières conditions que les autorités en place devront remplir pour conserver la vie aux représentants du vieux système britannique, raciste et colonialiste. 1. Cessation immédiate de toutes les fouilles, perquisitions et arrestations. 2. Libération des prisonniers politiques tels que stipulé dans le premier communiqué avant 6 heures demain. Le Front de libération du Québec s'engage solennellement à libérer vivant le diplomate dans les 24 heures qui suivront la libération de nos 23 camarades. Nous vaincrons. Bon, il recule encore, il recule encore! C'était un bulletin spécial en provenance de la salle des nouvelles de CKAC, le numéro 1 de l'information. Nous reprenons maintenant le cours normal de nos émissions. Une des plus belles chansons d'Elvis, Love. Avant 6 heures demain. Le gouvernement négociera jamais. Ça fait 4 jours que les gars reculent puis qu'ils reculent. Ils abandonnent leurs conditions les unes après les autres. Pas moyen de les contacter? Non. Personne ne sait où est-ce qu'ils sont. Le seul contact, c'est Louise, puis c'est toujours eux autres qui l'appellent. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, je pense que de la manière c'est parti là, le gouvernement négociera jamais. Pas pour un petit diplomate anglais, en tout cas. Faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a de la police partout. Puis toute l'organisation est à terre. On n'a plus rien. Écoute, si on bouge pas, tout va foirer. Faut voir ça à long terme. C'est le plus gros coup depuis 7 ans. Si ça tombe à l'eau, le FLQ perd toute sa crédibilité pour des années. On n'a pas le choix, faut donner un coup. Faut que le gouvernement négocie. C'est le consul américain que ça nous prend, comme c'était prévu. Voyons donc. Alors qu'il a dû prendre ses précautions. En plus, ça l'est des sortes, t'es fait comme un rat. En 2 minutes, il bloque les ponts. Puis l'autre, là, comment est-ce qu'il s'appelle? À Westmount? Non, c'est trop loin. On n'a pas une chance d'en sortir vivant. Je l'ai, les gars. Le pourri. Oui. Le pourri. Denis prend le bottin téléphonique et cherche. Il y a un Pierre Laporte sur la rue Robitaille à Saint-Lambert. Ça doit être ça. Appelle. T'appelles d'ici? Je dirai rien. De toute façon, on peut pas être sur écoute. Bonsoir, madame. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je suis bien chez M. Laporte, le député de Chambly? Bon. C'est parce que j'ai travaillé pour le parti aux dernières élections, puis j'avais un petit service à lui demander. Vers l'heure du souper, est-ce que ça irait? Oui? Donc, OK. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Il est chez eux. Demain. Toute la journée. Il fait du bureau. Là, les gars, si on décide de se battre, on va jusqu'au bout, sinon on est fait. On peut pas laisser passer ça. Si on s'embarque là-dedans, tout le monde sait ce que ça veut dire. Là, ils vont écouter. Ça va péter tellement fort. Aujourd'hui, nous accueillons 3 conférenciers de renommée et 5 comédiens et un metteur en scène que nous présenterons tout à l'heure. Cette conférence n'aurait pu avoir lieu sans la collaboration de notre partenaire principal qui est le Théâtre Blanc, qui, M. Luc Gosselin, ici présent, qui est le directeur administratif, viendra vous dire quelques mots. Avant, j'aimerais présenter nos 3 conférenciers. Tout d'abord, M. Jacques Lacourcière, qui est un historien vulgarisateur, auteur de nombreux ouvrages dont Alarme citoyen, l'affaire Cross-Laporte,
du connu à l'inconnu et histoire populaire du Québec, chevalier de l'Ordre national du Québec, membre de l'Ordre national du mérite de la République française, membre de l'Ordre du Canada en 2006 et récipiendaire du prix de l'Institut canadien de Québec et de la médaille de l'Académie des lettres du Québec. Également, M. Robert Comeau, qui est professeur associé au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, auteur de nombreux ouvrages également, dont Robert Bourassa, Un bâtisseur tranquille, et Maurice Séguin, historien du pays québécois, fondateur de la chaire Hector Fabre d'Histoire du Québec, directeur de la revue Bulletin d'Histoire politique et porte-parole de la Coalition pour l'Histoire. De même que M. Bernard Dagenet, professeur titulaire, département d'information et de communication de l'Université Laval, auteur de L'éloge de la violence et de la crise d'octobre 1970 et les médias, Le miroir à 10 faces. Donc, sur cette conférence, nous désirons, encore une fois, pour cette occasion, s'allier avec le monde du théâtre, car nous considérons que pour la vulgarisation et la démocratisation des savoirs, autant l'érudition que l'art peuvent se combiner. Pierre est dans la chambre, tête nue, à côté sur le mur. La porte est assise sur le lit, les yeux bandés, menottes aux mains. Est-ce que je peux vous poser une question? Ouais. Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Pourquoi vous faites ça? Je veux dire, le FLQ. La violence. Parce que c'est la seule façon de faire bouger les choses. Autrement, il n'y arrive jamais rien. Vous voulez pas écouter? Mais quand même, on n'est pas en Amérique latine, on vit dans une démocratie. Et ça, vous pouvez pas le nier. Et c'est le peuple qui élit le gouvernement. C'est le peuple qui décide. Le peuple. Le peuple. Lâchez-nous avec le peuple. Vous auriez demandé, le peuple. Moi, la seule démocratie que je connais, c'est la démocratie des coups de pied dans le cul. La démocratie des petits boss sales qui crient après toi, à journée longue, pour un salaire de crève-faim. T'es pas content? OK? Prends ton petit livre d'assurance chômage puis décalisse. Il y en a 20 à la porte qui attendent pour avoir ta job. Ça, c'est démocratique. Il y en a pour tout le monde. Ah ouais. Ferme ta gueule, le crotté, puis travaille. Tasse-toi le pouilleux. T'es sur le terrain de la compagnie. Private property. No trespassing. Come here, fucker. Kiss my ass. Vous me demandiez pourquoi le FLQ? Je vais vous le dire. C'est parce qu'on en a plein notre casse. C'est-tu assez clair? On n'en peut plus. On n'est plus capable d'en prendre. On est tanné, c'est ça. Tanné. Il faut que ça change. Hugo revient de la station de métro. C'est fait. Y avait-tu bien de la police dans le métro? Ouais. Hey, ça brasse pas à peu près, en tout cas. C'est pas passé dans le bar, ce qu'on a fait là. Et puis c'est pas juste une affaire de médias, là. J'ai arrêté dans un café pour appeler. Il y avait même pas moyen de s'entendre tellement le monde parlait fort. Étais-tu de notre bord? Ben, pas toutes, mais beaucoup, oui. C'est ça que j'ai senti, en tout cas. Il y a bien du monde qui se demande qu'est-ce que le gouvernement attend. Ils sont un peu du bord des otages, tu sais. Ils se mettent à leur place. Ça a l'air que Bourassa va faire un discours. Je sais pas quand exactement, mais c'est supposé d'être aujourd'hui. Y a-tu eu bien des descentes? Ça a l'air que oui. J'ai pas eu de nouvelles des autres cellules, mais je sais qu'il y a beaucoup de syndicats qui ont su de la visite. Les polices rentrent, ils virent le local à l'envers puis ils repartent en amenant ce qu'ils veulent. Ben oui, ça aurait été étonnant qu'ils en profitent pas. Bon, ben il y a du spaghette pour toi si t'as faim. Tous se retrouvent dans le salon et mangent, avec la radio en fond, dans l'attente. T'as pas faim? Non. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je sais pas, mais le monde parle juste de ça dehors. J'ai entendu plein d'affaires. Personne n'a l'air de comprendre. Denis prend l'assiette de Luc qu'il termine. Ils attendent une réaction de la part du gouvernement suite à leur dernier communiqué. Mesdames et messieurs, nous interrompons notre programmation régulière pour retransmettre la déclaration du premier ministre du Québec, Robert Bourassa, en réaction aux événements tragiques des derniers jours. Nous tenons tous, est-il besoin de le dire, à la vie de M. Laporte et de M. Cross. Le sort, dans sa cruauté, a voulu que ce soit sur eux que repose le maintien de l'ordre public. Et c'est parce que nous tenons véritablement à la vie de M. Laporte et de M. Cross que nous voulons, avant de discuter l'application des demandes qui sont faites, établir les mécanismes qui garantiraient que la libération des prisonniers politiques
ait comme résultat certain la vie sauve aux 2 otages. Qu'est-ce qu'il raconte? OK. Mais où c'est qu'il s'en va, lui, avec ses Il skis? patine Il y comme a là d'habitude. un préalable que le simple bon sens nous force à demander. Et c'est à ce titre que nous demandons aux ravisseurs d'entrer en communication avec nous. Comment en effet accéder aux demandes sans avoir la conviction que la contrepartie sera réalisée? Qu'est-ce que ça veut dire? Avec lui, on sait jamais. Noir, ça veut dire blanc. Blanc, ça veut dire... Débrouillard, les Nous gars! voulons sauver la vie de messieurs Laporte et Cross, et c'est parce que nous le voulons de toutes nos forces que nous posons ce geste. Dans ce travail pour sauvegarder les valeurs fondamentales de notre civilisation, je suis convaincu d'avoir l'appui de tous les représentants élus du peuple. On entend M. Laporte crier « Ils acceptent! Ils acceptent! Oh, je le savais! Je le savais! Ils acceptent de négocier! Ils acceptent! Ça va se régler! Vous êtes sûr? Vous l'avez entendu comme moi, c'est clair! Ils vous demandent d'entrer en contact avec le gouvernement! Je le savais! Ça marche. Je le savais! Ça marche! Ça marche! On les a eu, les pourris! Bon, on m'a demandé de vous donner quelques éléments de contexte. Alors, mon nom, c'est Robert Como. J'imagine que c'est pas tellement à cause de mon statut de prof à l'UQAM, mais parce qu'à 25 ans, j'étais proche du FLQ. En fait, alors je vais essayer de sortir rapidement quelques éléments du contexte. Il faut voir qu'à la fin de la Révolution tranquille, peut-être vers les années 66-67, il y a eu au Québec toutes sortes de crises. Les crises linguistiques, la guerre à Saint-Léonard, vous vous souvenez de ça peut-être, le mouvement étudiant, entre autres McGill français, où Nigel Amherst était particulièrement impliqué, et le mouvement gréviste à Montréal, les grandes grèves 7-Up un peu partout. À Murray Hill, il y a eu beaucoup de grèves dans ces années-là, et en même temps, vous aviez tout le mouvement étudiant, le mouvement libertaire de mai 68, le mouvement étudiant à l'automne 69, et je dirais qu'il y avait aussi, pour moi, ce qui m'impressionnait le plus à l'époque, c'était les procès politiques. Il faut dire que Vallière et Gagnon, à ce moment-là, et surtout un qui avait reçu 123 ans prison à vie, 123 fois prison à vie, Pierre-Paul Geoffroy. Pierre-Paul Geoffroy était beaucoup dans l'image populaire, dans l'UQAM, entre autres. Il y avait des photos partout de Pierre-Paul Geoffroy qu'on voulait un peu venger. Donc, les procès, les grèves, le mouvement McGill français qui avait été très fort en 69, tout ça dans un contexte où le gauchisme, si on peut dire, on pourrait employer un autre mot moins dur, était très populaire. Il ne faut pas oublier qu'en 1969, partout, dans plusieurs pays d'Amérique latine, particulièrement au Brésil, où il y avait eu une dictature depuis l'année 64, et il y avait à ce moment-là le manuel du guérillero urbain de Marighella qui circulait au Québec. Ça venait d'être imprimé en 69, fin 69, début 70. Il y avait en Uruguay les Tupamaros. Il y avait plusieurs groupes de révolutionnaires qui pratiquaient la guérilla urbaine. Et il faut dire que le Québec, durant ces années-là, se voyait encore comme une colonie, un peu comme les autres pays du tiers-monde, une colonie, on disait le Québec, puis on s'inscrivait un peu comme dans les travaux de Memmi, Fanon, Berck, tous ces gens-là qui faisaient des études sur le colonialisme. Il semblait y avoir des rapports avec ce qu'on vivait au Québec comme minorité opprimée, non seulement par les anglo-saxons, mais par le capitalisme et l'impérialisme américain. Donc, pourquoi on a pris la voie du terrorisme, cette voie-là? Parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'était pas tout à fait la voie la plus adaptée. Et je dirais que la mort de Laporte, puis l'incident, ça met un peu fin à une certaine période de romantisme révolutionnaire. Il y avait ces idées. Pensez qu'à l'époque, c'était qui les grands héros? C'était Castro, c'était Che Guevara, Mao Tse-tung, la grande révolution prolétarienne chinoise qui nous fascinait de 66 à 76, c'était Mao Tse-tung qui faisait la une du Time puis de toutes les grandes revues. Mao était très populaire. Donc, tous ces héros-là de la Révolution, bien, c'est sûr que moi, je me souviens très bien d'avoir écouté la télévision puis d'avoir vu que les expropriations, c'est-à-dire les vols de banque, ou encore prendre des prisonniers pour les amener dans les maisons du peuple, comme on a fait avec Laporte, c'est des choses qui se faisaient. On voyait ça à la télévision, on n'avait pas rien inventé.
Il ne faut pas oublier que le terrorisme aux États-Unis est courant avec les Waterman, les SDS. Aux États-Unis, il y a des centaines d'attaques contre des banques, et pas juste ici. Alors, il y avait un contexte bien particulier qui faisait qu'à l'époque, ça semblait plausible. Aujourd'hui, ça semble un peu ridicule. Il ne faut pas oublier qu'au plan de l'écriture, là, vous aviez des gens comme Cohn-Bendit qui avait publié un livre, « Le gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme ». Donc, le gauchisme, on était là-dedans. Pourquoi on a pris cette voie-là? J'en vais vite, là, mais il y avait 5 autres voies qui étaient fermées. Le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui s'était donné une orientation pro-travailleurs, l'indépendance pour les travailleurs, avec André Ferretti en 67. Eh bien, Bourgault n'était pas d'accord. Il avait fait fermer ça. Et en 68, le RIN s'était dissous, supposément pour pour aller essayer de rallier le Parti québécois. Le Parti québécois venait d'avoir une défaite terrible en avril. Bourassa l'avait emporté. Alors, on ne croyait plus qu'un jour, l'indépendance ou qu'un parti même indépendantiste pouvait prendre le pouvoir par les voies démocratiques. Donc, d'autant plus qu'à Montréal, il y avait un règlement municipal que Drapeau venait de faire voter qui interdisait les manifestations dans le centre-ville. Alors, l'idée que la démocratie, c'était la démocratie des riches, qu'il n'y en avait plus de voie démocratique, c'était quelque chose auquel on croyait. Moi, j'étais le plus vieux, j'avais 25 ans, mais les gens avaient plutôt, Francis avait 21, 18, 19 ans. Moi, c'est mes étudiants. Je suis un peu embarqué comme ça pour rendre service à des étudiants, puis je me suis impliqué un peu à la marge en écrivant des communiqués, mais au départ, c'était des gens encore plus jeunes. Mais pas parce que j'avais 25 ans que j'étais le chef. Il n'y avait pas de chef dans le FLQ, c'était complètement désorganisé. Donc, le RIN n'est plus là. Le PQ, on pense que ça ne peut pas gagner. L'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand est complètement discréditée, surtout pour ne pas avoir été capable de régler la querelle linguistique. Le Parti communiste canadien n'existe plus au Québec à toute fin pratique depuis le 20e congrès en 1956. Le Parti communiste n'a pas joué un rôle significatif pendant la Révolution tranquille. Alors, qu'est-ce qui commençait à se développer? C'était le FRAP à Montréal, le Front d'action politique des travailleurs salariés, qui se battait contre, dans le cadre du deuxième front, qui se battait contre Drapeau, Bourassa, Trudeau. Donc, c'est là qu'on a commencé à découvrir les auteurs marxistes tranquillement, puis c'était très, très éclectique. Ça allait de Giap, du Vietnam, en passant par Il Manifesto en Italie. Enfin, c'était un peu Mao Tse-tung, un peu un mélange de tout ça. C'était pas très structuré. Le marxisme commence au Québec vers 68-69. Moi, j'étais au comité des citoyens de Saint-Jacques après la dissolution du RIN. Et dans ce milieu-là, il y avait le mouvement de libération du taxi. Il y avait plein de mouvements communautaires, je dirais, des cliniques populaires. On commençait à avoir des cliniques juridiques. C'était vraiment à la fois un mouvement qui se voulait pour les travailleurs, mais on ne savait pas trop comment. Et c'est comme ça qu'on avait commencé à écrire un manifeste pour l'organisation autonome des travailleurs, en s'imaginant qu'il fallait peut-être s'organiser sur une base autonome, puisqu'on avait l'impression que la Révolution tranquille s'en était finie et que c'était maintenant le début d'une régression tranquille. Alors, ces idées-là, du castrisme, du guévarisme, c'est ce qu'on a adopté, puis on s'est rendu compte, effectivement, que c'était peut-être pas... Ça ne correspondait pas au niveau de conscience politique, puisqu'on n'était pas non plus un pays d'Amérique du Sud. Et je pense que la mort de Pierre Laporte, ça a été un peu la fin de la récréation. Et ça a été beau tout le temps. Tout le monde appuyait le FLQ jusqu'au moment de la mort de Laporte. Là, on s'est rendu compte qu'on n'était peut-être pas une dictature au Québec, mais c'était peut-être une démocratie. Et peut-être les solutions pour le Brésil, qui était, lui, carrément sous le contrôle du parti, sous le contrôle des militaires au Brésil, peut-être que le Québec n'était pas tout à fait dans la même situation. Mais ça, on l'a réalisé beaucoup plus tard. Donc, peut-être que vous pourriez ajouter d'autres éléments de la conjoncture que j'ai sans doute oubliés. Non. Mais moi, je vais retourner peut-être un peu plus loin. On va retourner, si vous voulez bien, au 24 juin 1968. À ce moment-là, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Et on a invité Pierre Elliott Trudeau à s'installer sur l'estrade qui est devant la Bibliothèque municipale de Montréal. Le lendemain, il ne faut pas l'oublier, ce sont les élections générales fédérales. Or, il y a une émeute qui éclate et il va y avoir à peu près 250 arrestations, dont quelques-uns, comme Pierre Bourgault qui est arrêté à ce moment-là. Il y a Paul Rose qui est arrêté aussi à ce moment-là. Il y a quelques autres personnes qui vont faire un peu la manchette là. Donc, Trudeau
va devenir le premier ministre du Canada et Trudeau a une bête noire qui est le séparatisme ou l'indépendance du Québec. Or, ce qui va arriver, c'est qu'en 1969, à ce moment-là, comme le soulignait Robert, il va y avoir énormément de manifestations. Il ne faut pas oublier que Daniel Johnson était décédé au mois de septembre 1968. C'était M. Bertrand, Jean-Jacques Bertrand, qui est devenu premier ministre, mais qui n'avait pas ni le charisme ni l'envergure de Daniel Johnson. Or, M. Bertrand, lui, ce qu'il veut, c'est calmer l'agitation linguistique. Entre autres, tu as parlé de Saint-Léonard, et à Saint-Léonard, c'était vraiment la guerre quasi ouverte, et il va y avoir des émeutes à Saint-Léonard. Et à ce moment-là, M. Bertrand va proposer le Bill 63. C'est le Bill 63 qui reconnaît aux parents la liberté de choix pour l'éducation. Mais il va y avoir, octobre-novembre, énormément de manifestations. Et, entre autres, le 31 octobre 1969, il va y avoir à peu près 50 000 personnes, des jeunes qui vont aller manifester contre le Bill 63. Et déjà à Montréal, quelque temps auparavant, il y avait 20 000 personnes qui avaient manifesté aussi. Donc, il y a tout un climat de contestation à ce moment-là qu'on va retrouver. Et tu l'as aussi souligné, c'est que la Ville de Montréal va adopter un règlement qui va interdire les manifestations. Or, le 28 novembre, il y a à ce moment-là 150 femmes, dont Louise Arel, qui vont sortir du Monument national et qui vont s'enchaîner sur le boulevard Saint-Laurent. Et là, la police va avoir énormément de difficultés à les déchaîner. Et une femme déchaînée, vous savez, c'est pas plus drôle qu'une femme enchaînée. Bon. Et elles vont se retrouver devant les tribunaux. Or, Trudeau va déclarer à un moment donné que le séparatisme doit être combattu. Et on a, le 29 avril 1970, des élections. Et ces élections-là portent au pouvoir le Parti libéral. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le Parti québécois obtient 23 des suffrages, mais se retrouve avec seulement 7 députés. Il y a donc à ce moment-là un genre de... On dit que la démocratie, la vraie démocratie, n'existe pas. Parce que l'Union nationale, elle, va garder 17 des 55 sièges qu'elle possédait précédemment, mais avec un pourcentage quand même assez fort du vote. Et là, on va marcher tranquillement vers une prise de pouvoir, une tentative de prise de pouvoir. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Je n'irai pas aussi loin que ça. Mais disons que le climat est vraiment, à ce moment-là, à une contestation du rôle de l'État. Et d'ailleurs, Pierre Elliott Trudeau, le 13 octobre, donc 3 jours après l'enlèvement de Pierre Laporte, va déclarer à un journaliste de CBC, « Just watch me ». Donc, laissez-moi aller. Et on va savoir qu'est-ce que ça va dire, qu'est-ce que ça va signifier un peu plus tard à ce moment-là. Et déjà, avant même que la loi des mesures de guerre soit proclamée, déjà l'armée va commencer à bouger et elle va s'occuper du Parlement Québec, elle va s'occuper du Parlement Ottawa et à l'aéroport de Dorval, il y aura une surveillance accrue, de sorte que lorsque la loi des mesures de guerre sera proclamée en pleine nuit, les policiers avaient déjà des listes d'arrestation. Et on m'a conté que Trudeau, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de cette fameuse conférence de presse de Trudeau en pleine nuit? Et ce qui va arriver, c'est qu'une bonne partie de l'après-midi, Trudeau avait calculé les angles pour que ça soit, d'ailleurs, M. Dagenet pourra parler un peu
de ça, avait calculé les angles de prise de vue pour que ça soit le plus dramatique possible. Et effectivement, moi, je me rappelle d'avoir regardé cette conférence de presse-là, et vraiment, Trudeau avait l'air catastrophé. Voilà. Pour comprendre ce qui s'est passé en 70, il faut revenir 10 ans plus tôt. Parce que ce qu'on a expliqué, c'était la bouillance des idées. Mais 10 ans plus tôt, en 1960, il y avait le début de la Révolution tranquille. Donc, le Québécois avait chassé la grande noirceur de Duplessis. Alors, il faut se souvenir que, donc, sous Duplessis, il y avait finalement une chope qui, finalement, empêchait l'expression de toute idée nouvelle. Or, en 1957, il y avait l'Alliance laurentienne de Raymond Barbeau, qui était un parti indépendantiste qui déjà s'affichait sur la place publique et déjà revendiquait certains droits pour le Québec. La même année, il y avait le Québec socialiste, la revue du Franc-Canada, d'un type qui s'appelait Raoul Roy, pas le chanteur, mais finalement, c'était un militant activiste, et qui déjà, donc en 1957, avait fondé ce journal et ce mouvement-là. Puis si je vais un peu plus loin, en 1961, il y avait le Rassemblement pour l'indépendance de Marcel Chaput qui développait des idées. Donc, 10 ans avant la crise d'octobre, il y avait au Québec 3 groupements qui défendaient finalement une certaine indépendance, un groupement de droite, un groupement de gauche, un groupement de centre. Donc, ça veut dire que 10 ans avant l'éclosion de la crise, il y avait un grand courant nationaliste au Québec qui, finalement, vivait même dans la grande noirceur. Qu'est-ce qui est arrivé en 1960? Il y a eu, finalement, un grand espoir. Il faut se souvenir que les premiers gestes du FLQ datent de 1963. Ils datent du moment où le Québec a vécu sa plus grande liberté. C'est-à-dire qu'après avoir été étouffé pendant 20 ans et par le clergé, et par le politique, et par l'économie, j'y reviendrai, il y avait finalement une ouverture formidable. Comment peut-on expliquer qu'en 63, au moment où tout semble se dégager, que les premiers gestes du FLQ naissent, c'est que le FLQ date depuis... La philosophie du FLQ date depuis des années. Ce n'est pas un mouvement de libération nationale, c'est un mouvement contre l'humiliation nationale. Et ce pourquoi ce mouvement est né en 1963, c'est pas pour créer l'indépendance, c'est parce qu'à cette époque-là, le Québec avait été mis depuis 20 ans sous vraiment un presto. Puis en 60, on l'a fait exploser. Puis en 63, ces gens qui vivaient une humiliation collective n'étaient pas satisfaits du rythme du mouvement et ils ont choisi la violence pour bousculer même les instances qui voulaient, à quelque part, amener des changements. Et donc, en 1963, quand les premiers gestes du FLQ se posent, ce sont des gestes d'impatience par rapport à une situation qui ne bouge pas sur le plan de la qualité de vie de l'être québécois, c'est-à-dire le droit de parler en français à Montréal. Et le fameux poème de Speak White de Michel Lalonde traite ça. Je suis Montréalais, nous sommes 3 Montréalais. Moi, j'ai connu l'expression Speak White quand j'étais jeune, quand on allait chez Eaton. Alors, donc, c'était ça. Donc, on était humiliés dans notre être et que ce qui est arrivé dans les années 60, c'était une prise de conscience collective de cette humiliation qui aboutit non pas à une, je pourrais appeler, à une violence ou à un désir d'indépendance, mais à un désir finalement d'auto-affirmation. Et ce qui est formidable dans ce mouvement-là, c'est qu'il s'est exprimé de toutes sortes de façons, par toutes sortes de groupes, qui finalement ont mené un combat formidable. Un exemple. En 1960, le Canada donnait à l'Afrique francophone 600 000 $. En 1970, après les bombes, le Canada, et après la reconnaissance du Gabon avec le Québec, le Canada donnait 60 millions de $.
Ils n'ont pas donné de l'argent à l'Afrique francophone parce qu'ils aimaient l'Afrique francophone, c'est que s'il n'y avait pas eu cette ébullition québécoise, la francophonie et le Québec français n'auraient pas été respectés. On a vécu dans cette époque-là quelque chose de formidable. Lisez Les Nègres blancs en Amérique, l'humiliation collective dans laquelle nous étions plongés. Il n'y avait aucun poste dédié à des Québécois sur les grandes administrations publiques canadiennes. Et même quand le Reine Élisabeth a été ouvert, on voulait l'appeler le Queen Elizabeth, mais là, on est déjà dans les années 65, après cette ébullition, cette détermination à changer les choses. Et ce qui est formidable dans cette aventure, c'est que ce qui est arrivé en 70, c'était vraiment, puis là, on ne vous a pas parlé de le coup de la Brings, non seulement il y a eu l'humiliation des anglophones par rapport aux francophones, mais pendant les 10 années, de 60 à 70, ce sont tous des francophones, dont Trudeau, qui ont humilié davantage les francophones et que finalement, ce sont les nôtres qui ont été nos plus grands ennemis. Et donc, il y avait un sang de révolte qui, je ne dirais pas qu'il était de gauche, je ne dirais pas qu'il était de droite, je ne dirais pas qu'il était nationaliste. C'était la fierté d'un peuple qui en avait marre de se faire écraser. D'où 1970. Ce que je peux rajouter, moi, je pense qu'effectivement, il y a eu 3 phases du FLQ. En 63, les débuts. 66, c'était plus Vallière et Gagnon. Et là, c'était plus anticapitaliste. Il y avait un mouvement de mécontentement peut-être plus précis qu'en 63. Et en 70, c'est comme une 3e phase qui vient après une période aussi très violente. Tantôt, je pensais à Murray Hill, par exemple, où il y a eu des grèves, où on a même tiré du toit. Il y avait quelqu'un qui a tiré, il y avait un autobus qui était rentré dans la porte et ça avait mis le feu à cette compagnie, à Murray Hill. Il y a eu aussi, moi je pense beaucoup quand tu parles d'humiliation, à Ville-Jacques-Cartier. Ville-Jacques-Cartier, qui était la banlieue sud de Montréal et qui était un peu la pépinière du FLQ. C'était un peu la ville, le bidonville à côté de Longueuil, la ville plus riche. Et il y a tout un groupe du FLQ qui arrive de là. Que ce soit les Ferron était le médecin de cette... Mais Vallière venait de là, les Roses venaient de Ville-Jacques-Cartier, qui était vraiment une ville assez délabrée. Il n'y avait pas de trottoir, les trottoirs de bois, les rues étaient en goudron, il n'y avait pas d'aquaduc. Longueuil vendait de l'eau à Jacques-Cartier. Il y avait toute une humiliation chez les gens, en tout cas de la cellule Libération. Je viens de lire un ouvrage sur justement Jacques-Cartier, j'habitais à côté. Effectivement, Jacques-Cartier, ça a changé radicalement entre 49 et 69. Donc, immédiatement après la guerre, c'était vraiment un bidonville. Il y a aussi, peut-être, à l'époque du FLQ, il y avait 2 mouvements qui allaient toujours dans le même sens. Le mouvement, quand même, pour l'indépendance du Québec. Les gens étaient résolument pour l'indépendance dans sa forme la plus claire. Puis en même temps aussi contre l'oppression capitaliste, contre les grands monopoles, contre l'exploitation des travailleurs. Et ça, je remarque que ce mouvement-là, qu'on peut peut-être appeler plus intellectuellement, qui était indépendance et socialisme, va prendre fin après. Parce que quand le PQ va prendre la relève à partir de 68, par la suite, bien, d'un côté, le PQ va prendre en charge plus la question nationale et des réformes, puis de l'autre côté, ça va être d'autres groupes marginaux qui vont prendre un peu la relève de la lutte radicale de front contre l'exploitation capitaliste. Ça va se faire comme en parallèle par la suite. Et à chaque fois, on va essayer de revenir avec des organisations qui mènent la bataille sur ces 2 fronts-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous... Mais quand M. Dagenet parlait de 1963, Georges Schroeder, en 1963, précise un peu quels sont les objectifs, les 3 objectifs visés par le Front de libération québécois. Il dit il ne doit pas y avoir de victimes. On doit s'assurer que les membres ne seront pas pris. Les attaques doivent être uniquement dirigées contre les établissements fédéraux ou ceux qui ont la réputation d'exploiter le peuple québécois. Donc, la notion d'exploitation est extrêmement présente partout dans les documents, dans les communiqués du FLQ, dans les prises de position du FLQ. Mais il faut comprendre que c'était la position du FLQ, cette espèce d'oppression capitaliste.
Mais l'ensemble de la population qui ne partageait pas cette volonté de violence partageait le sentiment d'infériorité. Et c'est ce mariage des deux qui a été explosif, c'est-à-dire qu'on est l'avancée de la violence. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 1963, la majorité des gens qui avaient vu quelques bombes étaient très heureux. Les bombes dans des boîtes aux lettres, ça n'a jamais fait mal à personne. Puis c'était une espèce de petit coup de pied gentil qu'on faisait à l'institution anglophone. Et que finalement, tant qu'il n'y a pas eu mort d'homme, et la première fois qu'il y a eu mort d'homme avec le FLQ, c'était une erreur, c'est une bombe qui a explosé, mais qui n'était pas une bombe destinée à tuer. C'est au moment où il y a eu ces premiers accidents mortels que les gens ont commencé à se rendre compte que c'était peut-être beau, le FLQ, mais que la cause pouvait se vendre et se défendre aussi sans cette violence. Et c'était formidable, c'est qu'il y a eu deux mouvements parallèles, un qu'on appelle la garde avancée, qui a voulu précipiter les choses, et l'autre qui était une conscience populaire, une conscience collective d'un besoin de changement. Et c'est les deux qui se sont trouvés en 70 dans la crise d'octobre, qui a été finalement un grand soulèvement populaire jusqu'à la mort de Laporte. Parce que la population, au moment de la diffusion du manifeste à la télévision, il y avait un appui. Je me souviens même des curés de la Gaspésie qui avaient donné leur appui. Il y avait même des étudiants en théologie. Il y avait plein de monde qui se sont exprimés pour dire on est d'accord avec les objectifs du FLQ. Et ça, je pense que ça a dû effrayer le pouvoir pour réagir autant. C'est pas pour rien, il y a eu des assemblées d'appui d'étudiants aussi. Et je sais qu'on avait fermé l'université. On a demandé à l'Université du Québec de fermer ses portes parce qu'on craignait justement des mouvements d'appui. Et ça, je pense, toute la question pour le gouvernement fédéral, c'était de couper l'appui des sympathisants. Alors, en arrêtant 500 personnes, il essayait de séparer la base des FLQistes, essayer de leur enlever toutes les formes d'appui qu'ils pourraient aller chercher chez les groupes de sympathisants. On va voir qu'ils savaient bien que c'était pas les artistes, c'était pas les militants progressistes, c'était pas les syndicalistes qui étaient arrêtés, qui étaient responsables du FLQ, mais c'était pour essayer d'enlever cette base d'appui qui s'exprimait assez clairement jusqu'à la mort de Laporte. Et de ce point de vue-là, moi, je pense que la mort de Laporte, on va en parler tantôt, je pense que ça faisait l'affaire du gouvernement fédéral. Parce qu'après ça, ils ont pu traiter les prisonniers politiques de bandits, etc. Et là, le ton a changé radicalement. Parce que, de fait, je suis d'accord avec toi, jusqu'à la mort de Laporte, la sympathie populaire était très, très grande. À l'Arena Maurice Richard, il y a eu des milliers de personnes qui ont assisté et qui ont scandé « FLQ, FLQ, FLQ ». Yves Martin, qui était le recteur de l'Université du Québec à Montréal, c'est lui qui a songé à fermer l'Université de Montréal. Et d'ailleurs, il y a un livre d'Éric Bédard sur le milieu universitaire et 1970. Et Éric démontre clairement que la sympathie, aussi bien à l'Université de Montréal qu'à l'Université du Québec, était extrêmement forte pour le FLQ. Et moi, je suis d'accord avec toi que c'est en 1970, le samedi 17 octobre, que tout a basculé avec la mort de Laporte. Assez que René Lévesque songeait même à quitter le Québec, parce que lui, il disait que le Québec était fini et qu'il voulait s'en aller en Californie. Ah ouais? Une chance, oh oui, c'est son secrétaire qui m'avait dit ça. Ouais, c'était l'hiver. Mais cette fameuse question de l'insurrection appréhendée, est-ce que c'était un prétexte que le fédéral a mis de l'avant, que Drapeau a mis de l'avant avec Saunier et Robert Bourassa, ou s'il y a eu une menace? Jean Marchand a parlé des 3000 felkistes qui existaient et qui étaient pour faire en sorte que le Québec serait inondé de sang. Je pense qu'il exagérait. Il avait intérêt à exagérer la menace, comme le FLQ aussi avait intérêt à montrer qu'il était fort. Le gouvernement fédéral avait intérêt à exagérer le danger du FLQ. Moi, je pense que tout ça, c'est de la frime, là. Ils savaient bien qu'il n'y avait pas de... L'armée, il n'y avait pas d'insurrection appréhendée du tout. Tout ça, c'est une invention. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. La définition d'une insurrection appréhendée, c'est une insurrection qu'on appréhende. Bien, moi, je peux appréhender une insurrection, vous n'êtes pas content tout à l'heure. Alors donc, finalement, c'est
c'est un artifice sémantique pour mettre sur pied des mesures, puisque finalement, on ne peut pas présumer de ce que c'est qu'une insurrection appréhendée. Tant que l'insurrection n'a pas lieu, on peut l'appréhender n'importe quand. Donc finalement, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que quand tout ça s'était fini, après les 3000 felkistes de marchands, c'était l'histoire de 26 adolescents en mal de vie. Bon, alors si c'était ça, ils devaient le savoir avant. Et quand on regarde la petite histoire, les études qui ont porté sur la sécurité au Canada, dont un rapport qui date de 1969, ils savaient qui ils étaient. C'était les jeunes Canadiens avec des groupes. Dès que quelqu'un avait une idéologie un peu socialisante, je ne dis pas de gauche, un peu socialisante, vous les avez tous mis dans le même paquet, et on essayait finalement de les discréditer, et on a réussi avec la crise d'octobre. Rappelez-vous que 24 heures après les enlèvements, on avait le portrait robot ou l'identification des présumés, les présumés responsables. Les Carbonneau qui conduisaient le taxi, le premier taxi, comment ça se fait que 24 heures, on savait qui ils étaient? Et donc, on le savait avant, on savait pour des raisons peut-être que vous ignorez, sauf qu'il y avait eu des tentatives pendant l'été, il y avait eu 3 tentatives pendant l'été d'enlèvement, où quelques-uns étaient les mêmes, dont les documents étaient les mêmes, puis c'était le même réseau. Ils les connaissaient tous. Donc, l'insurrection appréhendée, c'est sûr que c'était un montage pour, de toute façon, pour mettre de côté tout ce qui était des gens qui étaient plutôt vers une pensée qu'on pourrait appeler un peu éclairée plutôt que conservatrice. Les 500 arrestations, est-ce que ça n'a pas eu pour but un peu de discréditer les indépendantistes et de semer la crainte chez les indépendantistes? Moi, je me rappelle, Gérald Godin m'a dit, moi j'ai été arrêté et je ne suis plus le même, j'ai peur maintenant. Ah bien, effectivement, je pense que l'objectif, c'était moins le FLQ que tout le mouvement indépendantiste. C'est ça qu'ils voulaient faire. Je veux dire. Moi, je pense qu'ils ont peut-être même laissé traîner, ils n'ont pas arrêté les personnes, ils ne sont pas intervenus aussi, en attendant, espérant peut-être qu'il y aurait mort d'homme. Et après ça, bien, ça a été facile de discréditer complètement ceux qui s'appelaient les prisonniers politiques. Et là, tout à coup, c'était devenu des bandits sanguinaires, etc. Et ça a favorisé le gouvernement fédéral à ce moment-là pour discréditer le mouvement dans son ensemble. Il me semble que ça, c'est assez documenté maintenant. Tout comme ils ont eu intérêt à prolonger la crise d'octobre. Ça faisait leur affaire. Hein. La crise d'octobre se finit quand tout est arrêté, tout le monde est arrêté. Là, les Simard et compagnie, Rose, sont arrêtés à Saint-Luc. On arrive à Noël. Et en 71 et 72, il y a encore une crise qui reprend. Et ça, c'est la police qui crée un faux FLQ. Donc, ça veut dire que quelque part, ça faisait l'affaire du pouvoir de laisser toujours planer cette menace-là pour discréditer le reste du mouvement souverainiste. Moi, je pense que le terrorisme, à ce moment-là, le faux terrorisme, a favorisé, ou en tout cas était fait pour favoriser les forces de l'ordre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça aussi. D'accord. Une question qu'on peut se poser après tout ce temps, c'est est-ce que la violence a été payante? Est-ce que ça a valu la peine? Et ça, il faut se poser la question, avec le recul, est-ce que c'était une erreur de parcours? Est-ce que c'était finalement un échec dans l'évolution de la pensée progressiste au Québec? Il faut peut-être se reposer sur un petit peu de littérature sur le terrorisme. Le premier acte d'enlèvement en Amérique du Nord, c'était à Cuba, en Amérique. C'était à Cuba en 1956. Il y avait un guerriero qui s'appelait Fidel Castro, qui a profité du championnat mondial de course automobile F1 qui se déroulait à Cuba pour enlever le fameux coureur qui s'appelait Fangio. Bon, il l'a tenu pendant 3 jours, puis il l'a libéré. Toute la littérature sur le terrorisme amène le même résultat. Le terrorisme est la meilleure stratégie de communication qu'un groupe peut avoir. Et actuellement, les gens qui ont recours au terrorisme, on parle à partant de Castro, c'est souvent un des éléments, c'est d'avoir la possibilité de s'exprimer sur la place publique. Et donc, c'est rentable pour les médias
qui ont de la copie avec de la violence, c'est rentable pour eux parce qu'ils font connaître leur cause. Or, dans le cas du FLQ, si on met la question à l'inverse, s'il n'y avait pas eu de FLQ de 1963 à 1970, toute l'histoire des changements sociaux a démontré que sans violence, rien ne bouge. Tous ceux qui possèdent quelque chose ne le cèdent que s'ils sont obligés. Et toute l'histoire du mouvement ouvrier, toute l'histoire du mouvement féministe, toute l'histoire de libération de tous les peuples s'est faite parce qu'il y a eu de la violence et que s'il n'y a pas une résistance forte, on ne nous donne rien. Et ce qui est arrivé de 63 à 70, on a eu des gens qui se sont battus, qui ont fait peur aux autorités et qui ont exigé que les autorités donnent en échange. Il n'y a pas un rapport direct de cause à effet, mais avec le temps, on n'aurait jamais obtenu ce qu'on a obtenu sans le FLQ. Et je vais apporter un élément qui n'est pas démontré, mais sans le 70, le Parti québécois n'aurait probablement jamais pris le pouvoir en 76 parce que le FLQ, c'était des terroristes, entre guillemets, qui défendaient une cause socialiste des travailleurs. L'humiliation des Québécois qui a été cristallisée là a demeuré, puis ça a permis l'expression pacifique de ce mouvement en 76, et c'est peut-être grâce au FLQ. Moi, je dirais que le FLQ a dramatisé la gravité de l'oppression nationale, de la question nationale, et l'habilité de René Lévesque, ça a été de se démarquer du mouvement en disant, nous, on voit qu'il y a un problème très grave, mais on a une solution autre, démocratique. Alors, la capacité de se démarquer a fait en sorte que le PQ est ressorti, après avoir perdu un grand nombre d'effectifs, a pu remonter assez rapidement. C'est assez rapide entre 70 et prendre le pouvoir en 76. Donc, ça a, d'une certaine façon, dramatisé le problème. Et dès 64, René Lévesque, que j'avais invité à 19 ans, je l'avais invité au Collège Sainte-Marie, il disait ceci: maintenant qu'il y a le FLQ, il va falloir qu'il y ait un parti démocratique à côté sinon, ça va être dangereux. Il risque d'avoir du terrorisme et avoir de la violence. Donc, il faudrait penser à créer une voie démocratique. Et effectivement, il l'avait en tête en 64, il a réalisé ça en 68. Donc, en se démarquant puis en accablant assez fortement les felkistes à l'époque, il a employé des mots assez sévères à l'endroit de ceux qui avaient tué Laporte. Et ça a permis, d'une certaine façon, de dégager une voie démocratique devant un problème grave. Parce que la crise d'octobre a quand même fait connaître la situation du Québec dans le monde, a quand même eu un impact. Je pense à Vallière Gagnon, qui était allé aux Nations unies montrer qu'il y avait un problème national au Québec. Donc, de ce point de vue-là, le FLQ a certainement mis le Québec sur la carte, comme on dit, en montrant la gravité du problème. Mais est-ce que les Québécois n'ont pas suivi? Parce que moi, j'ai l'impression qu'avec les élections générales de 1973, alors que le Parti libéral fait élire 102 députés sur 108, que la leçon que voulait faire passer, que voulait mettre de l'avant le FLQ, même le Parti québécois, ça n'a pas marché. Elle n'a pas marché probablement parce que le choc de 70 a tué complètement tout espoir de changement. Puis quand on parle de choc, il y a eu 70, l'octobre 70, et quand même l'aboutissement des élections d'avril 70, c'était le coup de la Brinks. On avait l'impression d'avoir une machine qui écrasait tout puis, et qui emprisonnait tout, puis probablement qu'il y a eu un effet de repli sur soi, mais il n'a pas duré longtemps. Parce que la défaite de Bourassa n'était pas prévisible. Il n'y avait que 3 ans de fait. Il pensait avoir un autre free game pour 4 années de suite. Et il s'est fait jouer un tour parce que finalement, les Québécois sont devenus plus sereins puis ont compris qu'ils pouvaient prendre leur destin dans leurs mains. Et c'est ce qui a fait la force, finalement, de la revendication et les luttes contre l'humiliation. On entend un fracas de verre brisé. Les 3 hommes se précipitent dans la chambre. Laporte a tenté de s'évader. Il s'est lancé au travers de la fenêtre de la chambre, en se protégeant le visage avec son oreiller. Mais il est resté coincé dans la partie supérieure de la fenêtre. Vite, il faut y faire un garrot. Prends ma place ici. Ah! Pince fort! Pince fort! Amène-moi 2 bouts de manche à balai. Ah ouais, là, vite, vite, vite! Va chercher des serviettes, des linges à vaisselle, des guenilles, n'importe quoi! Puis de l'eau! Dans quoi? N'importe quoi, une chaudière, une plat-vaisselle, grouille-toi le cul!
Je vous sers pas trop? Viens ici, emmène les bandages. Tourne autour. Tape-y ça, c'est ça. Continue comme ça. L'autre bord. C'est beau, comme ça. Tourne. Ça vous fait du mal? Je vais aller à l'hôpital. Amenez-moi à l'hôpital. Oui, tout à l'heure. Ça saigne plus. De se boire ici. Il serre encore. OK, c'est arrêté. Sur le ventre. Ça a l'air moins pire. Il y a assez de sang qu'on voit rien. Faudrait nettoyer ça. Faut voir dans la pharmacie s'il n'y a pas d'alcool ou de d'iode. Amenez-moi à l'hôpital. S'il vous plaît, amenez-moi à l'hôpital. Y a rien! Amenez-moi à l'hôpital. Faut aller leur conduire à l'hôpital. Dyslexie son garrot. Amenez-moi à l'hôpital. Amenez-moi à l'hôpital. Amenez-moi à l'hôpital. Accotez-vous. Amenez-moi à l'hôpital. Oui, ce sera pas long. J'ai froid. Ce sera pas long. Posez-vous en attendant. J'ai froid, là. Ça n'a pas de bon sens, faut arrêter ça. Calme-toi. Faut aller leur conduire à l'hôpital tout de suite, OK? Voyons donc, on peut pas faire ça. Comment on peut pas faire ça? Il va crever! On peut pas le laisser aller comme ça. Pense-y comme il faut. Il va mourir! Tu comprends pas ça? Faut l'emmener à l'hôpital, ça me presse! Calme-toi, là. Prends sur toi. Pour l'instant, il est correct. On peut pas l'horloger de même. Faites venir un docteur. Je vais aller à l'hôpital. Mais comment il est correct? Il est après mourir, tu le vois pas? Il est pas après mourir. Mais regardez-les! Regardez-les donc! Tout le sang qu'il a perdu! Il est pas après mourir. Vous avez pas de cœur? Écoute-moi bien, toi. Si on n'avait pas de cœur, on serait pas ici, dans pied. On s'est embarqué là-dedans, c'est pour aller jusqu'au bout. Et tout ça, c'est des mots! Des mots! Des mots, tu me dis ça à moi, des mots! On a forcé personne. On le savait, tout le monde, ce qu'on faisait. On savait que c'était sérieux. On a mis nos vies en jeu, puis tu me parles de mots. OK, les gars. C'est pas le temps, là. Wow, c'est correct. Là, on est rendu au bout. Pas question de reculer. Pense-y 2 secondes. On peut pas l'horloger comme ça. Pas après tout ce qu'on a fait. Je m'en sac de ce qu'on a fait avant. Là, il y a un gars qui va crever. J'ai froid. La politique, je m'en sac comme de l'an 40. Tu comprends-tu ça? Je m'en sac. J'ai froid. J'ai tout fait avec vous autres. On s'est battus ensemble. On a crevé de faim ensemble. On a fait des hold-up ensemble. Je donnerais mes 2 bras pour l'indépendance. Tu sais ça. Mais pas ça. Là, je marche plus. On n'a pas le droit de faire ça. On n'est pas des tueurs. Pierre quitte la pièce pour aller à la cuisine. Des tueurs, bâtards. Oublie ça, il sait plus ce qu'il dit. Il a viré sous le couvert. Fais comme tu veux, mais faut qu'il parte. Sans ça, c'est moi qui va péter aux frettes. Faut qu'il parte. Denis marche vers la cuisine. Il aperçoit Pierre au fond, près de la fenêtre, recroquevillé sur une chaise. Écoute, ça se peut que t'aies raison. Moi aussi, je sais plus. Peut-être qu'il faut aller leur conduire à l'hôpital. Mais on peut pas décider ça là, comme ça. À date, on a pris toutes nos décisions à 4. Faut en parler avec le gros avant de se décider. Il est pas là, le gros. On n'est pas pour attendre qu'il téléphone. Écoute bien, on va faire quelque chose. Tu vas aller chez Louise. Tu vas essayer de le rejoindre. J'aime mieux rester ici. Pourquoi tu y vas pas, toi? Il y a juste toi qui est sorti dans les derniers jours. S'il vous plaît. Les voisins, il faut pas attirer l'attention. Mais il a le temps de mourir 10 fois. Amenez-moi à l'hôpital. Amenez-moi à l'hôpital. Je veux à l'hôpital. Je veux à l'hôpital. Oublie ce que j'ai dit. Bonne chance. Je reviens dans pas grand temps. Prenez-en soin. Inquiète-toi pas. À tantôt. Comment ça se fait qu'il s'est détaché? Penses-tu que c'est lui? Ça se peut. Ça aurait pu être moi. De fait, est-ce que Pierre Vallière, on peut se poser un paquet de questions sur la mort de Pierre Laporte. Est-ce qu'il était mort lorsqu'on l'a mis dans le coffre de la voiture? Il y a Pierre Vallière qui a analysé à peu près toutes les possibilités. Et moi, je me rappelle d'avoir rencontré Michel Saint-Louis, qui était journaliste à CKAC. Et pour bien rappeler les faits, c'est vers 19 h que la station radiophonique CKAC reçoit un appel anonyme qui avertit que Laporte a été, l'expression exacte, liquidée. Là, les journalistes de la station disent bah, c'est peut-être une farce de mauvais goût. Et plus tard, à 19h30, nouveau coup de téléphone, on a crevé Laporte, affirme la voix au bout du fil. Envoyez-nous un communiqué, répond le journaliste. Et là, on dit à 21h15 qu'il y a un communiqué qui a été déposé sous le 4e bouquin de l'étagère de droite dans le hall d'entrée du théâtre Port-Royal à la Place des Arts. Et là, on dit, vous allez trouver ce que vous voulez.
Et le journaliste Michel Saint-Louis, qui est arrivé au poste vers 21h15, part accompagné de Jacques Marchand. Les autres, ils ne prennent pas trop les choses au sérieux, mais rendu au théâtre Port-Royal, ils trouvent effectivement un croquis qui indique l'endroit exact où se trouve la voiture dans laquelle, dans le coffre de cette voiture-là, se trouve la porte. Or, ce n'est qu'à peu près vers minuit moins quart qu'on ouvre le coffre. Et dans le coffre, Pierre Laporte repose, il a la tête sur un oreiller et il y a une couverture pour le préserver. Si, là, Robert ne sera pas d'accord avec moi, si vraiment Laporte avait été mort, liquidé, tué, comme on l'a dit, par la cellule du 22e, à ce moment-là, on n'aurait pas pris soin de déposer le cadavre, pas le cadavre, mais le corps de Pierre Laporte sur un oreiller avec une couverture pour pas qu'il ait froid. Bon, moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que les deux seules personnes qui étaient là, c'était Jacques Rose et Francis Simard. Bernard Lortie était parti, on vient de le voir. Il avait été arrêté. Bernard Lortie n'était pas là. Il était pas là. Non. Et Paul Rose était parti, et évidemment, il a communiqué par téléphone. Et on s'entend, ils se sont entendus pour dire que tout le monde était d'accord sur le fait et qu'ils étaient solidairement responsables. Si bien qu'on sait que, Paul Rose a été arrêté en premier, puis il a dit que c'était lui. Et c'était plutôt son frère Jacques qui, lui, n'a pas été arrêté. Bon, tout ça. Tout ça pour dire qu'ils ont été solidairement responsables. Moi, je pense que je crois à la version, pour en finir avec Octobre, qui a été écrite par Francis Simard. C'est la version que le Théâtre Blanc, je pense, a repris. Il me semble que c'est les seuls qui étaient là, qui savent vraiment ce qui s'est passé. Puis en plus, ils ont fait de la prison en disant « On est responsable, oui, on a tué Laporte ». Comment se fait-il que depuis ce temps-là, tout le monde met en doute? Ah, ça se peut pas, les Québécois ne peuvent pas avoir fait ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir que cette thèse-là, même Jacques dit ça dans son dernier livre, il pose des questions. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu qu'ils aient fait ça? Mais eux autres, ils disent oui, on l'a fait, mais il semble qu'on devrait leur donner la responsabilité de leur geste. Moi, j'ai remarqué qu'au moment de la commission Keb, c'est en 79-80, quand le Parti québécois a pris le pouvoir, il voulait essayer de démontrer que toute la crise d'octobre, c'était peut-être un coup monté par Ottawa. Effectivement, ils n'ont pas pu démontrer ça. Ils ont montré plein d'autres choses qui n'étaient pas belles non plus. Celle, à savoir que, par exemple, il y a eu un faux FLQ en 71-72, que la police a fait plein de choses illégales, bien sûr. Mais pourquoi ne pas accepter le fait que des Québécois ont pu se révolter? C'est comme si cette pensée était impensable. Les Québécois ne peuvent pas se révolter. C'est pas possible, ça. On est trop du bon monde. Moi, je trouve que là-dedans, il y a comme une volonté de faire passer ça. On essayerait... Je ne comprends pas cette espèce d'obstination. Et on l'a retrouvé dans le livre « L'exécution de Pierre Laporte » de Vallière. À mon avis, c'est toutes des hypothèses. Il n'y a rien de documenté. Je ne sais pas pourquoi on s'accroche à ça. On dirait que ça nous rassure. Hein? Les Québécois, ils n'ont pas pu faire ça. Ça Robert, se peut pas. Les gars, t'as quand même pas pour dire « on n'a pas fait par exprès ». Non, c'est sûr que c'était pas recherché. La mort de Laporte n'était pas recherchée, c'était un accident. Là, on sait que Laporte s'est lancé dans une fenêtre, il s'est coupé, ça saignait beaucoup, il a paniqué, il a entendu le poste de radio qui dit qu'on continue les recherches, donc que la police continue à faire le travail. Là, il voit bien qu'il est abandonné par Bourassa, et je comprends qu'il ait paniqué. Et je trouve que la pièce traduit bien l'espèce d'angoisse, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller au bout de notre action, sinon on ne sera pas pris au sérieux. Puis en même temps, bien là, il y a la conscience que, bon, c'est quand même la vie d'un homme, j'imagine, sans faire les réflexions de Camus. Est-ce que ça vaut la peine qu'on tue une personne? Bon, et là, il essaie de se convaincre que, oui, c'est un bandit, s'il était lié à la PEG et tout, bon, on peut voir toute la suite. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas recherché la mort de Laporte, mais quand... En tout cas, moi, quand Francis Simard me dit « voici comment ça s'est fait », puis qu'il répète à peu près ce qu'il y a là-dedans, bien, je me dis, ça doit être vrai. Il est allé en prison, puis il me dit toujours, comment ça se fait? Je leur dis que je suis responsable, qu'on est responsable, puis les gens nous disent, ben non, ça se peut pas, vous pouvez pas avoir fait ça, vous autres, voyons. Donc, vous êtes des Québécois. Je sais pas comment tu réagis à ça, toi. Kennedy, il est mort, il y a eu 2 commissions d'enquête, puis les 2 sont arrivés au même résultat, puis on estime qu'il y a eu plusieurs tueurs et tout.
la mort est difficile à accepter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le FLQ ne nous a pas aidés à nous faire une tête claire. Puisque quand Francis Simard dit que c'est lui qui l'a tué, mais Paul Rose a dit que c'est moi qui l'ai tué, puis on sait que Paul Rose n'était pas là. Bon, alors donc, finalement, le FLQ a semé le doute dans notre esprit de la façon dont ça s'est fait. Et n'ayant semé le doute, ils écrivent quelque chose d'autre après pour dire, ben, là qu'on vous a semé le doute, on va vous le ressemer encore parce qu'on va vous donner une autre thèse. Bon, puis là, on arrive avec des hypothèses, celle de l'oreiller et ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, finalement? D'abord, il est mort, ça c'est sûr. Deuxièmement, c'est un drame pour tous ceux qui se battaient pour une cause, parce que dans la littérature anthropologique, la mort, le sacrifice est un événement purificateur. Et je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas eu de violence collective, sauf l'abbé James, pendant les 30 ans qui ont suivi 1970, alors qu'on a bien dit qu'entre 60 et 70, les mondes ouvriers, tous les gens se battaient pour tout. Donc, il y a eu une mort qui était triste, mais qui apportait un effet purificateur. Ça, c'est des théories sociales qui sont vraies et que peu importe comment il est mort aujourd'hui, hein, les gens du FLQ ont payé à la société leur peine. Et ils ont payé une peine d'une chose dont on sait qu'ils ne l'ont pas tous fait. Donc, quand on parle de Paul Rose, il a été condamné. C'est lui qui a eu la peine le plus long. Il n'y a pas eu de pardon, alors que tout le monde le sait qu'il n'était pas là. Ah, donc, finalement, le mythe de la mort de Laporte est entretenu, d'une part, par ceux qui l'ont créé, puis ils ont été obligés, moi j'accepte, ils ont été obligés de maintenir ce mythe-là pour dire, écoutez, ben, on a tout fait ça, puis le pauvre, il est mort en s'enfargeant dans ses bottines. C'était pas très noble. Alors moi, je pense plutôt que la thèse de la récupération noble du geste était finalement, dans la suite, finalement, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'on peut se demander aussi, est-ce que la police ne savait pas où était aussi bien Pierre Laporte que James Richard Cross? Parce que moi j'ai l'impression, parce que la police va filer Paul Rose, puis on va le perdre dans le métro quelques jours avant la mort de Laporte. Alors que Jacques Cossette-Trudel m'a dit que moi, la police m'a arrêté et on m'a dit qu'on sait d'où vous venez. Alors, mais pourquoi à ce moment-là n'est-on pas intervenu? Est-ce que, sans sombrer dans l'insurrection, pour être capable d'écraser le Parti québécois et les indépendantistes, mais pourquoi la police? Et d'ailleurs, il y a un faux communiqué et un vrai. C'est-à-dire que le 25, le dimanche 25 octobre, ce sont les élections municipales à Montréal. Alors, le 24 octobre, il y a un communiqué qui dit « Si vous ne libérez pas nos chefs, le sang va couler dans les rues de Montréal. » Le communiqué, moi, je l'ai vu, c'est un faux. Mais la police le laisse sortir. Alors que le fameux communiqué dont il fait mention au début de la pièce, qui dit, c'est le communiqué numéro 10 exactement, qui est émis par la cellule Libération, qui dit « Il n'est pas question qu'on touche à James Richard Cross. » Or, ce communiqué-là, c'est un vrai. La police ne sort pas et il n'est rendu public que le 8 décembre à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Et c'est pour ça que moi, je dis que même après 40 ans, on a énormément encore de questions qu'on se pose pour lesquelles on n'a pas de réponse. Oui, mais qu'est-ce que ça aurait changé? Peut-être que 2-3 jours avant, ils savaient que Cross était dans cette maison-là, puis 2-3 jours, ou peut-être 4 jours, 5 jours avant, ils savaient que Laporte était là. Peut-être que les forces de l'ordre voulaient attendre qu'il y ait un mort pour après ça en profiter. Mais moi, ce que j'accepte pas, c'est la thèse de la grande manipulation que c'est le gouvernement fédéral qui a, de toutes pièces, favorisé l'émergence du terrorisme québécois. C'est clair, je pense qu'il faut donner une certaine autonomie, une certaine responsabilité aux acteurs qui aient été manipulés, qui aient été utilisés, que la crise d'octobre a été
utilisé par le fédéral par la suite. Jean, je suis complètement d'accord avec ça, mais il ne faut pas enlever toute responsabilité aux acteurs. Moi, il me semble que ça va trop loin, l'attitude qu'on a vis-à-vis les gens du FLQ qui ont assumé, qui ont payé leurs dettes. La seule raison pourquoi ça n'a pas été clair au début, c'est qu'effectivement, les 4 étaient solidaires. Il y en a un par téléphone qui a dit « oui, on le fait ». Bon, alors, les gens ont dit « bien, on est solidaires, les 4 ». Et de ce point de vue-là, la publication de ce livre-là n'a pas fait l'affaire du tout. Quand Francis a sorti le livre, les Roses n'étaient pas très contents de ça parce que ça semblait pas respecter le pacte, qu'on est les 4 solidaires avec ça. D'ailleurs, si vous avez vu dans le film de Falardeau, on ne précise pas qui est qui. Là. Bon, il a dit qu'il n'y a pas c'est pas un grand secret, mais c'était l'idée de conserver la solidarité entre les 4. Bon. Peut-être qu'on va clarifier ça un jour, mais vous savez qu'au Québec, que c'est pas comme en France. En France, après 25 ans, c'est, comment on dit ça, pas une amnistie, mais une... j'ai oublié le mot, là. Ici, il peut toujours y avoir des poursuites. Il n'y a pas d'absolution ici. Donc, en ce sens-là, ça ne fait pas parler les gens. Les gens n'ont pas tendance à commencer à raconter le détail. Peut-être que s'il y avait une espèce d'amnistie, on pourrait sortir les documents puis puis faire parler les gens plus librement pour savoir le fond de l'histoire. Mais il me semble que le témoignage d'une personne qui était là et qui a fait de la prison pour ça, qui a payé pour sa peine, il me semble que ce témoignage-là vaut bien toutes les élucubrations de Pierre Vallière, qui sont des hypothèses. Mais de toute façon, c'est un... Je m'excuse d'utiliser le terme, mais c'est un épiphénomène, la façon dont il est mort, puisqu'il est mort, et des explications. Ensuite, ce qui était dramatique, c'était sa mort avec les conséquences, parce que bien sûr, si les mesures de guerre existaient, les leaders étaient en prison, et toute la société civile s'était donné rendez-vous le lundi, puisque les mesures de guerre, c'était le vendredi, il y avait le mot d'ordre, qu'il y avait un débrayage collectif, une rencontre collective, et qu'il y avait un défi à la loi des mesures de guerre qui était instauré par la société civile, et que s'il n'était pas mort, on ne saura pas quel aurait été le cours de l'histoire. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que la société aurait basculé, mais aurait basculé, on ne sait pas de quelle façon, parce que l'armée aurait pu aussi bien tirer. On ne sait pas ce qui serait passé, mais ce qui est intéressant, c'est que la société civile était encore derrière, non pas le geste du FLQ, mais les revendications que le FLQ transportait. Puis c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que finalement, ce désespoir de garder une espèce de, finalement, fierté, nous sommes en 2010, pour ceux qui habitent la région de Québec, la mémoire usurpée de 2008, dans laquelle on a refusé aux Québécois de se souvenir des luttes incessantes depuis des siècles que l'on combat pour maintenir notre dignité, bien, on l'a bafoué pour des jeux. Bien, ce sont des bons éléments pour redonner à la population un dynamisme nouveau. Et le moulin en parole était béni des dieux, puisqu'on a compris que les Québécois n'avaient pas encore plié les chines. Juste pour bien situer les gens, la prochaine scène, elle a été écrite dans 2 pièces différentes. Lors de la pièce, elle sera jouée dans le même espace scénique, mais ils sont dans 2 lieux différents, donc un appartement à Montréal et la maison sur la rue Armstrong. Donc, évidemment, vous allez voir le croisé des textes qui se répondent. Hugo et Pierre dans l'appartement de Montréal, Denis et Luc dans la maison rue Armstrong. Si on était fort, on pourrait se permettre de plier sans trop de dommages. Mais on est en position de faiblesse. Puis plus t'es faible, plus il faut que tu sois intransigeant. Oui, mais le monde, ils comprendront pas. Peut-être pas sur le coup, mais après, si on la veut, la liberté, va falloir aller la chercher. Mais pas à n'importe quel prix. Ça va trop loin. Regarde-toi 2 secondes. Tu t'es cassé des os pour pouvoir te sortir de cette histoire-là. Je savais très bien dans quoi je m'embarquais. C'est rien par rapport à ce qu'endurent les Québécois depuis trop longtemps. Mais la porte, c'est un Québécois aussi. Québécois, mon cul, c'est un pourri, c'est un pourri! Québécois, ça veut rien dire. Nos pires ennemis, c'est des Québécois comme toi puis moi. Peut-être une gang de rats prête à nous vendre pour faire une pièce au plus vite. Avec quel argent qu'il a fait ses élections, là-bas, hein? Avec quel argent qu'il a fait sa course à la chefferie contre Bourassa, hein? Là, il cherche à le faire passer pour un saint. C'est un bandit, la porte, un crosseur, puis tout le monde le sait. Ça fait qu'un de moins, ça dérangera pas personne. C'est pas un argument. C'est peut-être un pourri, mais tu peux pas tuer quelqu'un pour ça comme ça.
La porte, il est pas responsable de tout. Il y en a d'autres. Lui ou un autre, qu'est-ce que ça change? T'as juste à fesser dans le tas, t'es sûr de pas te tromper. Du monde, il en meurt à tous les jours. Au Vietnam, en Amérique du Sud, en Irlande, partout. Il y a des enfants qui crèvent de faim à tous les jours. Ça aussi, ça compte. C'est pas pareil. Non, laisse-moi continuer. Les Juifs en Palestine, quand ils tirent sur des enfants, penses-tu que ça leur dérange? Pourquoi de notre Mais là, bord? c'est pas pareil. La porte, c'est pas un criminel de guerre. Il a pas torturé personne. C'est pas un monstre que tu fais disparaître puis que tout le monde applaudit. Ben non. Il n'y a pas de sang à ses mains. Mais il défend un système d'exploitation qui marche depuis 200 ans. Hein? Ils n'ont pas les mains sales, ce monde-là. Ils signent des papiers, ils votent des lois, ils protègent les rapaces. Ça se salit pas les mains, ça, les gars qui meurent tous les jours, d'un mines, d'un shop, ces chantiers de construction pour enrichir ces chiens-là. Non, eux autres, ils jouent à la démocratie. Sauf que quand ça fait plus leur affaire, la démocratie, ça leur pèse pas trop au bout du bras. Ils tirent dans la gang sans se gêner, ça fait peur aux autres. Denis et Luc dans la maison de rue Armstrong. Denis prend le pouls sous le bras de la porte et lui touche le front pour prendre sa température. Puis, la température, ça va. Le cœur, c'est... En 1837, nos grands démocrates, ils sont pas gênés. 200 morts, 12 gars au bout d'une corde, 100 gars déportés en Australie. La conquête en 1760. Sais-tu combien il y en a eu de morts? Là, on est coincé. On est au bord. Si on saute pas, on perd la face. Pas juste la face, on perd tout. Sur toute la ligne. Si on saute, on perd aussi. Le monde acceptera jamais ça. 10 000 morts. Ça, c'est 1/7 de la population. C'est comme si aujourd'hui, à Montréal, il y avait 200 000 morts. Jamais tu me convaincras. Jamais. T'as peut-être raison, mais je peux pas. C'est physique, tu comprends-tu? Je peux pas. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Faut libérer. Si on plie, on trahit tout ce qu'on a fait depuis 10 ans. Faut le libérer. Faut montrer qu'on peut résister, qu'il y a de l'espoir. Faut montrer qu'on est sérieux. On la veut-tu, l'indépendance, ou on la veut pas? On veut-tu que les choses changent, oui ou non? Je sais qu'il faut, mais tabarnak! Ça, il y a un prix à payer. Va falloir se battre. Quand même, il y aurait un vote à 85 pour l'indépendance. L'autre bord, ils vont pas nous la donner. C'est le portefeuille. Tabarnak de tabarnak! Mais on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un pour des idées politiques. On n'est pas en guerre. C'est comme s'il était déjà mort. Le cœur bat, mais... Oui, on est en guerre. Puis l'autre bord, ils vont prendre tous les moyens pour nous écraser, toutes. Si on réagit pas, on s'enfonce un peu plus dans le défaitisme. Tu vas être capable, toi? De le tirer comme ça? Tu penses-tu ce que tu dis? Vraiment? Ça se peut pas. Quand j'ai embarqué avec vous autres, vous parliez de la justice, de la liberté, de la vie. Vous disiez que vous vouliez changer la vie. Puis là, vous êtes prêts à... Mais t'es donc bien rendu dur. T'es rendu pareil comme Trudeau puis Bourassa. T'as même pas été capable de tuer ton chien quand tu t'es fait passer sur le corps. De toute façon, on peut pas le tirer, on est collé sur les voisins. Je suis dur? Oui, je suis dur. Parce que c'est dur. Je suis pas sûr d'avoir raison. Si tu savais comme je suis pas sûr. C'est encore plus dur que je pensais. Je savais même pas que ça pouvait être dur de même. Mais on va passer à travers. Ça se peut pas. On sera jamais capable. Mais au fond de moi, tu comprends-tu? Je sens qu'on n'a pas le droit de reculer. On est responsable de ce qu'on a commencé. Responsable. C'est écœurant, mais il faut assumer ça jusqu'au bout. Dans la maison rue Armstrong, le téléphone sonne. C'est moi. Faut qu'on le fasse. On est rendu là. C'est effrayant, je sais, mais là, c'est rendu plus loin. C'est pas juste personnel, c'est plus gros que nous autres. Là, le fédéral, c'est tout le Québec qui veut l'écraser, pas juste le FLQ. Ils veulent écraser toute résistance une fois pour toutes. On peut pas laisser faire ça. On n'a pas le droit. Faut répondre à ça. T'es-tu en train de nous donner des ordres? Voyons donc. T'es-tu déjà donné des ordres? C'est facile à dire pour toi, t'es pas ici avec nous autres. C'est pas vrai, je suis là. Puis faut répondre. Ça, c'est mon opinion. Continuez à y penser. Votre décision va être la mienne. J'étais avec vous autres, les gars. Salut. Denis raccroche. On est des militants. On n'est pas des tueurs. Il y a une demi-heure, t'étais pour. Puis là, tu le sais plus. C'est comme si j'étais assis dans un moulin à viande. La patente tourne, puis ça recule pas. On est dans l'entonnoir, puis ça pousse. Ça pousse, il y a juste un bout où ça sort. Puis on va tout sortir en petits morceaux. On essaye de se convaincre nous autres mêmes. On sait qu'on a peut-être raison, mais on n'est pas sûr. On veut se convaincre, absolument. On est là. Ça fait des heures qu'on cherche une réponse. La réponse. Le pour, le contre, tous les arguments. Il n'y a rien qui tient. La justice, la dignité, la liberté.
Ça sert à rien. Jamais je pourrais justifier une chose comme ça. Moi, je pense qu'il n'y en a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Mais il faut qu'on le fasse. La tête veut, mais c'est les jambes. On sera jamais capable. C'est pas possible, je suis pas capable. Luc marche de long en large dans la cuisine. Il faut qu'on le fasse. Les deux hommes, à la fois seuls et solidaires, se regardent. Le message passe. Les deux hommes retournent au salon. On ne voit que la cuisine vide. 30 à 45 secondes plus tard, les deux hommes reviennent dans la cuisine, lentement sans dire un mot. Luc s'en va lentement s'accoter contre le rebord du comptoir. Denis éteint la radio et s'adosse au réfrigérateur. Cela semble interminable. Le téléphone sonne. Luc décroche sans se presser. C'est fait. Les 4 militants de la cellule Chénier, Jacques Rose, Paul Rose, Francis Simard et Bernard Lortie, furent arrêtés quelques mois plus tard. Lors de leur procès à la question coupable ou non coupable, les 4 hommes répondirent « responsables ». Moi, ma question, c'est depuis que la Fondation Octobre 70 a mis au jour certains documents qui étaient tenus secrets, parce qu'en fait, c'était les documents du conseil privé du premier ministre avec Pierre-Éliott Trudeau. En 69, en fin de mois de novembre et décembre 69, il parlait déjà d'utiliser éventuellement des mesures assez sévères lorsque le cas sera opportun pour contrecarrer le mouvement séparatiste. Il est absolument certain, à mon sens, que le fameux gouvernement parallèle se trouve à être la justification politique pour le gouvernement fédéral pour intervenir puis mater, si on veut, le mouvement séparatiste à ce moment-là et de prendre le prétexte de la violence politique pour rentrer dans le tas. En tout cas, c'est à mon sens. C'est à mon sens. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Il n'y a jamais eu de gouvernement parallèle. C'est-à-dire c'est bien plus une invention du fédéral. Parce que ceux qui se réunissent le 15 octobre pour signer, il y a quand même les 3 chefs syndicaux qui sont là. Il y a René Lévesque qui est là. Il y a des gens dans ça qui n'ont rien à voir avec la violence ou quoi que ce soit, mais qui offrent à Bourassa, à ce moment-là, de l'appuyer s'il décide de poser des gestes face aux prisonniers politiques. Mais pour répondre à la question... Il faut se souvenir qu'en 1969, quand le rapport sur la sécurité publique au Canada, le rapport abrégé, est sorti, c'était la première fois que l'indépendance du Québec était considérée comme un geste de sédition. Et donc, même dans la façon dont on regardait l'évolution politique du Québec, on avait décidé, donc avant les événements, que finalement, toute volonté d'émancipation active du Québec serait combattue puisque finalement, on les avait mis comme geste séditieux. Donc, c'était prévu. Mais moi, au point où j'aime bien avoir une suite logique, c'est vraiment qu'on parlait d'humiliation. Depuis cette époque-là, je crois que côté humiliation, on en a mangé toute une. En 80, en 82, en 90, en 92, en 95. Toutes ces humiliations collectives-là, je crois qu'aujourd'hui, ça amène la situation dans la même torpeur qu'à cette époque-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire que je ne parle pas de la même torpeur. À l'époque, cette humiliation-là a secrété des revues de gauche, des mouvements de gauche, des colères de toute nature. Aujourd'hui, après le 400e où on a été humiliés puis on voulu refaire la même chose avec l'année suivante, on a l'épiderme un peu moins sensible. Et ça, peut-être pour 2 générations, notre génération, on s'est battu. Votre génération, où est votre épiderme? Et là, c'est une question finalement, de est-ce que ce que nous, on a considéré comme étant une lutte pour notre fierté, on a gagné beaucoup. Peut-être que les générations actuelles trouvent que la fierté, ils en ont assez.
Nous, on pense que c'est pas gagné. La démographie joue contre tout mouvement collectif au Québec. Les élites jouent contre tout mouvement collectif au Québec. Bien, il va falloir que des gens se réveillent puis commencent à donner des coups de pied. Et c'est plus nous, c'est vous. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tantôt, tu as parlé de défaite. Michel Chartrand, il disait ça aussi, que les journaux au Québec appartenaient à 3 groupes. Mais tantôt, juste dans les défaites, il y en a quand même une victoire. C'était en 92. On a quand même dit non à l'entente de Charlottetown. On a dit ce qu'on voulait pas. Là, il faudrait peut-être qu'on dise oui à ce qu'on veut, mais au moins, on a dit non à l'entente de Charlottetown en 92. Il y a eu un référendum gagnant. Non? Tantôt, tu as dit à 92. 82, c'est sûr, on s'est fait imposer la Constitution, mais en 92, on a gagné le référendum. On a dit non à ce qu'on voulait pas. Là, il reste à dire oui à ce qu'on veut. Mais je pense que... Oui. Mais par contre, l'ensemble du Canada a voté contre. Ah, pour d'autres raisons aussi. D'autres raisons. Donc, ça n'a pas passé. Je voudrais savoir, quand ils ont trouvé le cadavre de M. Laporte, est-ce qu'il y a eu une autopsie? Oui. Et quelles sont les conclusions de l'autopsie? D'abord, il y a eu une enquête du coroner qui s'appelle Laurent Lapointe. Et dans son rapport de l'autopsie rendu public le mercredi matin, 21 octobre, révèle que M. Laporte est mort asphyxié entre midi et 23 heures. Et il écrit « L'asphyxie est due à la strangulation à l'aide d'une chaîne utilisée comme un garrot autour du cou par derrière. » Et là, le ministre, toujours selon le rapport de l'autopsie, avait 3 blessures superficielles, mais aucune n'était mortelle. Bon, il y a eu par après, lors du procès de Paul Rose, le docteur Jean-Paul Valcourt, qui affirme que la congestion relevée au niveau des poumons de M. Laporte a démontré avec certitude que la mort n'a pas été foudroyante et que l'on ne peut établir son action en termes de secondes. Le médecin a toutefois souligné que si la mort n'est pas instantanée, dans un pareil cas, l'inconscience, par contre, est rapidement provoquée. Et il déclare « C'est même une question de quelques secondes. Les blessures ont été visiblement provoquées par des éclats de verre brisé. » Donc, même à l'enquête du coroner et au témoignage du spécialiste Jean-Paul Valcourt, on n'a pas plus de détails exacts sur la mort. Est-ce qu'il a été... est-ce qu'on a serré la chaîne trop fort? Est-ce qu'on l'a étranglé avec une corde? On ne sait pas. Juste là-dessus, en 1994, Francis Simard et moi, on a présenté un scénario à Jean-Daniel Lafont. Hein, vous savez qui est Jean-Daniel Lafont. Et il y a eu un film qui s'est appelé La liberté en colère. Il y a eu un livre de publié, le livre du film La liberté en colère. Je veux juste vous dire, là-dedans, il y a une scène où Pierre Vallière dit à Francis Simard, il laisse entendre qu'il ne l'a pas tué. Alors voici, Pierre Vallière dit, non, c'est sûr, vous autres, vous revendiquez politiquement l'affaire. OK? Francis Simard répond, je ne la revendique pas rien que politiquement, je revendique physiquement avec. C'est ce qui est arrivé, c'est ça qu'on a fait, on l'a enlevé, on l'a séquestré, puis il est mort. Il me semble qu'on a tout le temps dit ça. On n'a jamais dit le contraire. Jamais, jamais, jamais. Ni moi, ni Paul Rose, ni Jacques Rose, ni Bernard Lortie. Là-dessus, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais, jamais, jamais eu une parole qui a dévié. Ça a été ça. C'est ça depuis 23 ans. Puis ça a toujours, toujours été ça. Ça fait qu'imagine-toi la position où on est là. C'est écœurant. Moi, me battre pour justifier ce qu'on a fait, c'est une affaire. Quelqu'un dit, vous n'auriez pas dû faire ça. C'est une affaire aussi. Ça, mais c'est normal, il faut le faire. Je suis pas sûr, moi, qu'on a eu raison de le faire. Donc, je suis prêt à en discuter. Mais là, il parle à Vallière, qu'on remette en cause le geste lui-même, bien là, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Explique-moi ce que tu veux qu'on dise. Effectivement, Vallière, dans le film La liberté en colère,
laisse entendre que c'est pas vous autres qui l'avez tué. Moi, je le sais. Mais il n'était pas là, Pierre Vallière. Les deux autres étaient là, ils ont fait de la prison. C'est sûr que quand ils l'ont tué, il n'était peut-être pas très fort. Il venait de perdre beaucoup de sang, comme on voit dans l'histoire. Et Falardeau a repris textuellement la version de Francis. Alors, Falardeau n'a pas rien inventé, il l'a pris dans les témoignages de Francis. Et Francis et Jacques Rose étaient les deux seuls qui étaient présents au moment de la mort de Laporte. Moi, j'aime mieux croire les témoins oculaires que toutes les hypothèses échafaudées par Vallière. Parce que Vallière, il y avait peut-être des raisons aussi pour sortir ça. Parce que quand il est sorti de clandestinité, il ne savait pas qu'est-ce qui l'attendait. Alors, il a fait des articles dans un certain journal Le Jour et il a dit qu'il rentrait au Parti québécois en dénonçant évidemment que le FLQ était un nid d'infiltrés, de police, etc. Et il a montré qu'il n'y avait plus d'avenir dans le terrorisme, etc. Et il est rentré au PQ et quelques mois plus tard, il sortait du PQ. Bon. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que moi, je fais plus confiance, jusqu'à preuve du contraire, à ce qui est écrit, ce qui a été dit par Francis Simard et Falardeau. C'est tout ce que je peux te dire.